est content d'être ici. Merci à TSE de nous accueillir. Et je vais en profiter pour prendre quelques temps, un petit peu de temps pour parler de notre vie collective. Puisque cet après-midi, on aura sans doute du mal à se retrouver en collectif global. Et on verra surtout des groupes de recherche-action. Donc je vais parler un petit peu de notre vie collective. Bon, pour faire référence au contexte lourd qui nous environne, j'ai pris ces quelques vers que vous connaissez sans doute, magnifiques, qui terminent « Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus ». Gageons que les soleils ne soient plus révolus et que les baisers nous précèdent plutôt que de nous suivre. Ceci étant dit, pour ceux qui nous rejoignent, il y en a un certain nombre d'entre vous, je veux rappeler en quelques mots le projet. Voilà. Notre projet, il est d'initiative citoyenne, il est piloté par aucune institution, il espère avoir à terme un soutien, évidemment, et plus nous serons nombreux à faire partie de l'association, et plus on mobilisera, et plus ça sera facile. Mais notre projet, il vise à regrouper tous ceux et toutes celles qui sont désireux d'une métamorphose, c'est-à-dire d'une transformation profonde de notre société. Il n'y a pas de condition, si ce n'est être intéressé par la pensée complexe et être respectueux d'un certain nombre de valeurs humanistes. On pourra en discuter si vous voulez. On pourrait mettre sous le registre de l'éthique de la reliance. On trouve chez Morin, mais aussi chez d'autres. Donc n'hésitez pas, évidemment, à nous rejoindre, à adhérer, à faire adhérer. Vous nous aiderez. Alors, sur la vie collective, quelques mots. Aujourd'hui, je vous propose de faire une séance, mais c'est une séance un petit peu expérimentale. Je ne connais pas le public, je ne connais pas trop précisément vos attentes, donc c'est une proposition qui peut évoluer par la suite. Je vous propose de faire une séance d'environ 2 heures, peut-être avec une pause au milieu, vous me direz si vous en avez besoin, et puis 30 minutes de questions spécifiques, avec l'idée qu'évidemment, c'est un échange. Moi, j'ai prévu quelque chose, mais vous intervenez quand vous voulez, avec l'idée quand même que je dois un petit peu progresser dans ce que je veux vous faire. Mais c'est ouvert, c'est ouvert. Alors cet après-midi, après un déjeuner sur l'herbe, éventuellement, au bord de Garonne ou ailleurs, qui permettra de nous mieux connaître, il y aura cet après-midi la réunion des groupes de recherche-action dans les salles de l'Arsenal, c'est-à-dire le bâtiment central de l'Université Toulouse-Capitole, là où on était intervenu le 21 octobre. Là-dessus, je vous laisse décider si vous préférez 14h30 ou 15h, c'est à la discrétion des groupes. Je peux d'ores et déjà vous indiquer que la prochaine réunion aura lieu le 16 décembre, puisque nous avons une activité mensuelle. Alors, pourquoi un tel enseignement au sein de l'Université populaire Edgar Morin pour la métamorphose? Bon, c'est assez évident, mais je voudrais quand même le justifier. Bon, il y a une attente clairement exprimée, ça a été le cas dans les questionnaires qui nous ont été remis, puisqu'on a des gens qui disent quasiment tout ignorer de la pensée complexe, mais souhaiter la connaître, pour 30 personnes, et puis il y en a qui disent c'est vague, mais je souhaite mieux la connaître, ça fait 80, vous voyez, ça fait 120 personnes, elles ne sont pas toutes là, mais c'est déjà pas mal. Alors, autant que je le dise, il y a 59 personnes qui ont répondu que leur connaissance était bonne. Je ne m'adresse pas à elles. D'accord? Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire que mon objectif, et celui que je crois légitime ici, est de donner ce que je crois être l'accès le plus facile, disons,
l'objectif n'est pas le raffinement théorique, l'objectif est de rentrer dans cette pensée pour des gens qui ne la connaissent pas, et je dirais pour tout public. Tout public. Donc il faut que les choses soient claires. Je pense qu'on peut, et moi ça m'intéresse par ailleurs, approfondir la pensée, discuter entre gens qui connaissent déjà bien, mais c'est pas l'objet ici. Hein, l'objet ici, c'est le mot vulgarisé est sans doute trop déplaisant, hein, c'est donner accès. Voilà. Alors, une conviction est à la base à la fois de cet enseignement, mais aussi de l'université populaire, c'est que la pensée complexe est pertinente, mais d'un accès malaisé. Alors, tout ça est caché par la personnalité un peu magnétique de notre ami Edgar, surtout quand il est câliné par son ami Jean-Louis, il ressort en grande forme. Mais cette personnalité magnétique masque un petit peu un certain niveau de méconnaissance de sa pensée. Et ça peut s'expliquer. Hein. Donc, première idée, elle est pertinente parce que je crois qu'il y a une dimension cognitive. Alors, c'est un peu compliqué, cognitive, ça veut dire le monde des idées, le monde de la compréhension, de la métamorphose. Elle n'est pas souvent perçue, me semble-t-il, cette dimension cognitive. Et je pense qu'il y a un vrai espace pour nous pour réfléchir à ça. Autrement dit, si on veut, c'est ma conviction en tout cas, aller vers une métamorphose, une transformation profonde, je pense qu'il est nécessaire aussi de travailler à nos modes de pensée, à nos modes heuristiques, à la manière dont on construit nos représentations. Hein, on aime bien citer cette phrase d'Einstein hein, qui dit « on ne résout pas un problème en utilisant le même mode de pensée que celui qui l'a engendré ». Eh bien, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. On veut trouver des solutions avec le même mode de pensée que ce qui nous a conduit là où nous en sommes. Et c'est ce que j'appelle la dimension cognitive. Il y a évidemment bien d'autres dimensions à cette métamorphose, mais la dimension cognitive est importante, me semble-t-il. Bon, la rendre accessible à tous, c'est ça le projet. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est le projet. Avec un petit effort tout de même. Il ne faut pas faire dans la démagogie. La pensée, c'est toujours un peu un travail, c'est un plaisir, évidemment, enfin, pour ceux qui aiment, mais c'est aussi un travail. Et je dirais, alors là, il faut sans doute insister sur ce point. La pensée complexe, mais en l'insérant plus largement dans un propos que Jean-Louis Lemoigne aimait à citer, c'est le travailler à bien penser. Et on ne prétend pas que, et Morin non plus, qu'on pourrait bien penser uniquement à travers ce regard ou cette pensée morinienne. Donc c'est plus large. Hein, notre entrée première, c'est la pensée complexe, mais il est, à mon avis, idiot, et ce n'est pas le projet, de l'isoler de ses sources, de ses compléments, de théories qui viennent la discuter et qui viennent l'amender. Et ça sera l'objet, je pense, parce que c'est mon oreiller, moi je vous ferai ça, plutôt venu des sciences sociales. Hein, par exemple, la théorie du don me semble quelque chose qui est en accord et qui est une forme de déclinaison pratique d'une pensée complexe. Alors, il ne faut pas oublier non plus les mots, là aussi, que Jean-Louis Lemoigne aimait à citer, de Léonard de Vinci. S'il faut comprendre pour faire, hein, ça ce sont les idées, il faut aussi faire pour comprendre. Alors c'est moins ma perspective en tant qu'universitaire, mais je pense que c'est très important aujourd'hui si on veut aller dans le sens de la métamorphose. Et on va essayer
d'être un peu sur les deux tableaux. Bon, je ne peux que célébrer ici la mémoire de Jean-Louis Lemoigne. Avant-hier, il y a eu un colloque pour la première année de sa disparition. C'était un auteur, ami personnel très, très fidèle, très proche d'Edgar Morin, et dont l'œuvre est elle-même considérable et aide à comprendre à sa manière la pensée complexe, même si c'est une entrée un peu différente de celle de Morin. Il y a une complémentarité forte, et ça, ce sont des bouquins que je vous recommande. Peut-être les deux derniers, le premier étant peut-être un petit peu difficile, mais le constructivisme, que sais-je, vous pouvez accéder à ça assez facilement. Et la modélisation des systèmes complexes, au-delà de son titre qui peut faire peur, est quand même relativement accessible. Alors, c'est pourquoi au sein, parce qu'il faut comprendre pour faire et faire pour comprendre, au sein de l'UPEB, on a un cycle d'enseignement et de conférences, et puis on a des groupes de recherche-action. Et entre les deux, évidemment, des liens, on pourrait dire, espérés de récursivité, un comité stratégique qui articule plus que pilote. Alors, je voudrais vous donner quelques nouvelles là-dessus, parce qu'il peut y avoir des énergies j'allais dire, bénévoles, qui sont dans le don, qui pourraient nous rejoindre autour de ce comité stratégique qui vise à faire tourner notre association. Alors, je rappelle, ou j'indique, tout ça était dans un compte rendu. Ah non, je n'ai pas fait de compte rendu, non, c'est aux gens du comité. Donc, voilà, ça justifie ce que je vous dis. Il y a plusieurs tâches qui ont été définies, plusieurs missions ou perspectives. Enseigner la pensée complexe, ça va être ceux qui pilotent cet enseignement, les conférences, et au-delà, la perspective de diffuser cette pensée complexe hors des murs de l'université. Le suivi des groupes de recherche-action, alors ça c'est une mission importante. Il ne faut pas les laisser s'étioler, il faut leur donner des ressources, il faut les aider. La vie de la communauté, on y tient, hein, c'est la convivialité, et on est des latins, en tout cas moi je me reconnais comme latin, et attaché à un certain art de vivre. Administration et finances, il en faut. Il en faut. Et je remercie les gens qui sont impliqués là-dedans. Communication, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan de la communication. On a eu des tas de problèmes. Et les partenariats. Voilà. Alors si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on vous associera aux prochaines réunions du comité stratégique qu'on fait généralement en visio. Alors, les groupes de recherche-action, avec l'idée de faire pour comprendre aussi. On a quelque chose, pour l'instant, je rappelle les thématiques, hein, on a un groupe santé, un groupe éducation, un groupe territoire, un groupe environnement, un groupe inventer de nouveaux avenirs, et un groupe peut-être, à l'intitulé un peu problématique sociétale. Et tout ça, évidemment, renvoie ou est accompagné d'une sorte de grille de lecture qui n'est pas exclusive, mais qui intègre beaucoup la pensée complexe. Alors, ça peut évoluer, hein, ça. On verra, peu à peu. C'est à vous, à ceux qui sont impliqués, de faire que ça marche ou pas, que ça se recompose ou pas. Hein. Alors ça, c'était beaucoup trop linéaire. Si on adopte la pensée complexe, on va mettre un peu de désordre dans l'ordre. Hein. Et là, déjà, on aborde une idée un peu centrale de la pensée morinienne, c'est la dialogie. Hein. L'ordre et le désordre, on aura l'occasion d'en parler. Cette unidualité
Ouais, c'est déjà une contradiction dans les termes, c'est une seule chose et deux choses à la fois, dont Morin nous dit qu'il faut apprendre à penser comme ça, parce que autour de nous, il y a en permanence des dialogiques. Or, ces dialogiques, c'est inconfortable, si vous voulez, c'est même une erreur de pensée. Une contradiction, c'est une erreur de pensée dans notre culture, même si les hommes ont depuis très longtemps pensé en termes de contradiction, depuis les origines. Aujourd'hui, c'est comme si la contradiction n'existait pas et qu'il fallait impérativement l'exclure ou la réduire. Ce n'est pas la pensée de Morin. Morin dit qu'il faut essayer de faire avec. Faire avec. Ça veut dire qu'il faut aussi probablement travailler sur soi-même, sur ses structures cognitives, émotionnelles, sur sa tolérance à l'ambiguïté, par exemple. Vous savez qu'en France, on est très très peu tolérant à l'ambiguïté. Alors l'ambiguïté, juste un petit mot, là je fais de temps en temps quelques digressions par rapport au planning, mais la tolérance à l'ambiguïté, les psychologues ont travaillé là-dessus, et j'avais un thésard chinois, mais il n'a pas pu continuer, qui avait envisagé de faire une étude comparative entre la tolérance à l'ambiguïté en France et en Chine. En France, si vous voulez, l'ambiguïté, elle est très mal vue. C'est la phrase de Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Vous voyez, c'est une stratégie. Je cache les choses, etc. Et j'utilise le mensonge, etc. La duplicité, ce genre de choses. Mais vous avez l'ambiguïté foncière qui résulte de l'incertitude. Il y a ambiguïté quand, face à une situation, vous ne pouvez pas définir, ni même préciser ce qui va advenir, même les probabilités de ce qui va advenir. Il y a plusieurs modèles interprétatifs, etc. Donc c'est ambigu. Voilà. Il n'y a pas de caractérisation morale derrière ça. C'est ambigu. Et bien ça nous met culturellement et probablement individuellement mal à l'aise. Les Chinois, beaucoup moins. Ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que je l'avais orienté vers ça, la comparaison entre Chine et France. Bon, j'aurai l'occasion de revenir sur la dialogique, mais j'instille un petit peu de concept morinien dans des choses, j'allais dire, du quotidien. Alors, moi, je pense que si on reste un moment sur ces groupes de recherche-action, on peut les penser comme, en utilisant un concept maurinien, comme des processus d'auto-éco-réorganisation. Ah, ça c'est un concept important chez Morin. Le concept d'auto-éco-réorganisation, mais il va mieux. Il y a une filiation nette entre pensée systémique et pensée complexe. Elle est bien incarnée, par exemple, par quelqu'un comme Lemoine, qui a été un des diffuseurs de la pensée systémique en France. Mais, comme j'aurai l'occasion de vous le dire tout à l'heure, Morin, il découvre ça en 69 en Californie. Pour lui, ça va être très important. Donc, système. Si vous adoptez un point de vue systémique, vous étudiez quelque chose, un phénomène, en termes de système. C'est-à-dire que vous définissez le phénomène, vous fixez les frontières de ce phénomène. Il y a une forme j'allais dire, d'arbitraire dans la définition même du système. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dès lors que vous avez un système, vous avez quelque chose autour de ce système qui n'est pas ce système. Ça aussi, c'est un point essentiel de la pensée systémique. Il n'y a pas de système sans environnement. Et à l'intérieur de ce système, il y a des forces, là aussi, des processus qui permettent à ce système de se produire lui-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Mais évidemment, s'il y a un environnement,
il y a aussi des relations du système avec l'environnement. Et ça, c'est l'éco-organisation. Et puis, le système s'auto-éco-organisant, puisque c'est un processus qui est mal rendu par le terme organisation, mieux rendu par le terme anglais de organizing, c'est-à-dire le processus organisationnel, eh bien, le système se transforme, le système évolue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réorganisation, la dimension, on va dire, historique, si on veut faire simple, du système. Moi, je pense que ça, c'est une conceptualisation qui est difficile à opérationnaliser. On a essayé avec... je vois, il y a Christophe dans la salle, avec des SMA, etc. L'auto-organisation, d'une certaine manière, mais voilà, c'est difficile. C'est difficile d'opérationnaliser ça, mais je crois que c'est une bonne grille pour se représenter les choses. Ne jamais oublier qu'il y a des forces internes, qu'il y a des relations externes, et qu'il y a une dynamique qui se crée ou pas. De toute façon, inéluctablement se produit dans un sens ou dans un autre. Et que ces trois dimensions sont évidemment liées les unes aux autres. Elles sont isolées là. Mais dans le monde qui nous apparaît, en permanence, on a cette dynamique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour des groupes de recherche-action de se penser comme ça? On va pour l'instant s'intéresser à l'auto-organisation. De manière assez succincte, mais encore une fois, pour faire entrer un petit peu de concept. On sait des choses sur l'auto-organisation, puisque ça a intéressé pas mal, notamment y compris des économistes autour de la Hayek, etc. On sait que la forme, ce qu'on appelle la forme structurale, la forme de réseau, est quelque chose d'important et que la capacité, l'aptitude à s'auto-organiser des systèmes dépendent en partie importante de la configuration qu'ils prennent. Plus vous allez vers des réseaux distribués, c'est-à-dire non hiérarchisés, avec beaucoup de redondance en fait, un peu à l'image du cerveau ou d'Internet, eh bien plus vous avez une capacité d'auto-organisation forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on l'applique un peu bêtement, ça veut dire qu'on a intérêt, si j'ose dire, à travailler de manière beaucoup plus distribuée, puisqu'on entend créer une dynamique. Distribuée, ça veut dire que tout le monde partage à peu près les mêmes choses, les mêmes informations, la même contribution au système, etc. Alors, un petit point sur l'auto-organisation, puisque ça peut intéresser des groupes, et en même temps, c'est rentrer dans une sorte d'illustration d'un concept qui est repris par Morin, et sur lequel on a un certain nombre de connaissances pratiques. Bon, une bonne circulation de l'information, ce n'a pas été le cas jusqu'à présent. Évidemment, s'il n'y a pas de circulation de l'information, si elle n'est pas bonne, ça handicape considérablement tous les processus d'auto-organisation. Donc peut-être qu'on vous mettra nos mails pour que vous puissiez interagir avec nous s'il y avait un problème, comme il y a pu y avoir. L'autonomie et l'initiative des acteurs. C'est évident. Enfin, c'est évident sur toute une série de plans. Des acteurs qui n'auraient qu'une latitude d'action et pas d'initiative, donc, ne pourraient pas produire de l'auto-organisation. Ils pourraient être dans un cadre centralisé et exécuté. Il y a quelques avantages à ça. Il y a encore des formes de production qui peuvent trouver un avantage à ça. La variété des acteurs, alors ça, c'est peut-être quelque chose d'important. À quoi être attentif?
Un système, si vous voulez, s'organise d'autant plus qu'il a des acteurs variés, des acteurs divers, une forme de diversité des acteurs. Ce qu'on peut redouter pour les groupes de recherche-action, c'est peut-être un peu trop d'homogénéité. Et il nous faut des jeunes, il nous faut des gens qui sont socialement, culturellement différents. Voilà. Et c'est important, c'est pas simplement au plan éthique ou politique, c'est aussi une condition systémique de l'auto-organisation. Là-dessus, sans doute sur le fonctionnement de ces groupes, on a, à travers de Georges, Cathy, Michael, des possibilités d'aider à la dynamique. Aptitude à la créativité. Ça, évidemment, c'est très important. Créativité que Morin retient beaucoup, notamment dans la fin de son œuvre. Il vient de plus en plus souvent sur ce thème de la créativité. Je crois que c'est important. Soyons créatifs, essayons de développer cette créativité. Le partage d'un objectif commun. Bon, on peut citer cette phrase de Bachelard, qui est une belle phrase. Hein. La méditation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est toujours face au monde dans le cadre d'un projet plus ou moins. Hein? Si on veut produire une connaissance, c'est un projet. Si on veut agir, c'est un projet. On a besoin nécessairement, pour méditer l'objet et agir sur l'objet, de prendre la forme du projet. Je crois que les groupes de recherche-action ont à définir un ou plusieurs projets. Ça sera difficile de fonctionner sans ça. Et puis, des formes de rituels qui célèbrent le collectif. Ça aussi, c'est une dimension de l'auto-organisation. Je crois que c'est important, je pourrais développer, mais c'est pas le but. Alors, quelques idées sur les projets pour les groupes de cet après-midi. En tout cas, moi, si je me pose la question de ces projets, comment je... ça peut être extrêmement divers. Ça sera à vous de les définir. Ça peut être tout simplement des échanges et une réflexion collective. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça d'avoir cet espace-là. C'est un espace qui est souhaité, un espace d'échange. Ça peut être des témoignages d'expérience et une réflexion sur des pratiques. Là aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui peuvent éprouver de la solitude dans leur monde professionnel pour des tas de raisons. Parce qu'ils ont peu autour d'eux des alter-ego avec lesquels ils peuvent dialoguer, ou alors ils ont peur de le faire, pour des tas de raisons, encore une fois. Un espace comme ça, ouvert, plutôt bienveillant. Hein, on va céder à la logorée habituelle, plutôt bienveillant. Ça peut être aussi intéressant. On peut envisager aussi l'organisation ou la co-organisation avec d'autres. Hein, le GRET ou bien d'autres encore, d'événements qui feraient sens par rapport à notre projet. On peut aussi envisager, c'est dans nos statuts, d'intervenir dans le débat public, auprès de tous les publics, et aussi cette petite partition valorisée des publics qu'on appelle des décideurs, qu'il faut peut-être qualifié de public parmi d'autres. Et puis, les plus ambitieux, ceux qui ont une velléité plus transformatrice, ils peuvent intervenir, voire expérimenter dans des organisations sur des territoires. Mais tout ça se définira, si ça se définit, entre vous.
hein. Mais je pense qu'il est important de se fixer un horizon. Alors tout ça, évidemment, ces projets-là, ils sont orientés vers la métamorphose. C'est un mot suffisamment flou pour qu'on puisse y mettre beaucoup de choses. Cependant, avec cette éthique de la reliance, et puis on va dire que c'est des projets qui doivent trouver une forme d'inspiration maurinienne, pas exclusive, mais il ne faut pas oublier cette inspiration-là. Alors, qui fera ce cours? Ça, c'est une bonne question. Il y a un jeune homme, Jean-Yves Rossignol. Il est là, Jean-Yves. Hein, qui a accepté de participer avec moi à l'élaboration du cours et du cycle de conférences, avec l'avantage, si vous voulez, que Jean-Yves, qui est quelqu'un de modeste, je vais le dire à sa place, est un ingénieur de formation, il est docteur en sciences, et il a créé, avec son ami Christophe, voilà, l'homme aux cheveux blancs, là, le master ingénierie, éco-ingénierie à l'INPT de Toulouse, dont on a quelques illustres représentants. Donc il incarne, si vous voulez, je dirais, plus la version lemoynienne, c'est-à-dire l'accès à la complexité à partir d'une culture plutôt technique et de sciences dures. L'autre, c'est Leonardo Rodriguez Soya. Ces gens-là ont participé au lancement, hein, pour ceux qui y étaient. Lui, c'est l'une des parfaits, il est sociologue. Et en plus, il a fait sa thèse avec moi, donc vous voyez qu'il a de lourdes héredités. Voilà. Donc on a affaire à ça, et je ne sais pas, moi, si je me maintiendrai dans le système. Ben oui, je vais le faire, je ne vais quand même pas balancer le travail aux autres. Donc ça sera un trio. Un trio qui évite justement qu'il y ait une sorte de monopole, si vous voulez, de vision, qui est une sorte de pluralisme. Je ne vous cache pas que c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Une bonne entrée en matière, c'est le bouquin justement de Jean-Yves, Complexité fondamentaux à l'usage des étudiants et des professionnels, qui est un bouquin que je trouve très bien fait et qui est une bonne entrée en matière. Alors, il y aura des conférenciers. J'ai eu l'accord d'Alain de Police, que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'est pas très connu, mais il est très intéressant. C'est un psychanalyste. Certains me diraient, ça part mal. Non, pas nécessairement. Psychothérapeute, je dirais c'est pire, mais non, pas nécessairement. Il avait tout un travail tout à fait passionnant, si vous voulez, en partant de ce constat qui est fait de manière quasi générale, que nous avons autour des enfants, et des enfants vulnérables, que il y avait une quantité incroyable, presque, d'intervenants qui s'occupaient chaque fois d'un segment. Vous voyez, on découpe à l'intérieur de l'enfant son côté scolaire, son côté affectif, son côté familial, etc., avec des spécialistes qui, le plus, en tout cas c'est ce qu'il disait, communiquaient très peu. Il dit, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Et donc, quelqu'un qui n'était pas versé là-dedans, si vous voulez, puis s'intéresser à des questions psychanalytiques, hein, il a commencé par écrire des bouquins là-dessus, le complexe de Béguet, par exemple, eh bien, il s'est lancé sur une sorte de théorisation de sa propre pratique, avec l'agir pluridisciplinaire.
Et aujourd'hui, il est en train, enfin, il a écrit un bouquin sur la transdisciplinarité, dans lequel il place la pensée complexe comme une sorte de, bon, voilà, de thématique qui lui semble le mieux correspondre à cette perspective de la transdisciplinarité. Et bien, cet homme-là viendra nous parler de son expérience, qui associe à la fois la pratique et la recherche de concepts pour théoriser sa pratique. Ensuite, il y a des personnes qui ne sont même pas pressenties, mais auxquelles on a pensé. Moi, j'aimerais bien que la rockstar que vous voyez là, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Patrick Thor, et que Régine a fréquenté, parce que son papa est un ami proche de Patrick Thor, que j'ai rencontré aussi, pour qu'il vienne nous parler de ce bouquin qui, quand même incontournable, me semble-t-il, L'intelligence des limites. L'intelligence des limites. Je recommande à tout le monde d'essayer de lire ça. Je pense qu'il pose une question fondamentale. L'intelligence des limites. Ne sommes-nous pas idiots, idiots presque structurels, à vouloir toujours dépasser les limites? Alors c'est un darwinien, c'est probablement l'un des darwiniens les plus solides en France, peut-être au-delà. C'est l'éditeur de l'œuvre complète de Darwin. Et c'est celui qui, par exemple, a invalidé l'interprétation par Spencer de Darwin. Alors, il a horreur qu'on utilise ce terme, le darwinisme social, parce que pour lui, ça n'a jamais existé, le darwinisme social. C'est Spencer. En gros, le darwinisme social, c'est de dire, dans la société, vous avez des mécanismes de compétition, de concurrence à travers le marché, la compétition entre les individus, et au bout du compte, ceux qui réussissent sont les plus aptes. Comme la sélection naturelle. Et lui, il va montrer, en analysant la filiation de l'homme, qui est l'ouvrage de Darwin sur, on peut rappeler, une forme d'anthropologie, il va montrer que c'est complètement faux. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Et il nous faut une dame quand même, parce qu'après on va nous taxer de sexisme. J'aimerais aussi demander à Marie-Josée Avenier, qui elle est une mathématicienne qui est devenue professeur, pas professeur, était au CNRS, directrice de recherche au CNRS en gestion, mais qui a été une fidèle de Jean-Louis Lemoyne et qui justement s'intéresse beaucoup à la pensée complexe dans les organisations, en quoi ça peut être utile, en quoi on peut s'en inspirer pour mener des organisations et comprendre des organisations. Voilà, il est possible qu'il y ait d'autres personnes, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, quand cela aura-t-il lieu? On m'a demandé, c'était Stéphane, qui demande beaucoup, il m'a demandé le micro, mais avant il m'avait demandé un programme. Et comme ses désirs sont des ordres, je lui donne. Je me demande si je ne me suis pas planté. Oui. Non, 18 novembre, c'est aujourd'hui. Donc, vous voyez, le 16 décembre, ça va. Le 20 janvier, le 10 février, le 9. Alors, il y a des petites variations parce qu'il y a des vacances au milieu. Hein. Donc, je ne vous ai pas mis des séances en pleine vacances. Le 6 avril, le 4 mai et le 8 juin. Voilà, ça fait... On a un peu de place, c'est bien, on va pouvoir approfondir. Disons 16 heures, dont au moins, moi j'ai parlé de 3 conférenciers possibles, disons au moins 2, ce qui fait qu'on pourrait compter sur 10 à 12 heures de cours, ce qui permet quand même d'approfondir les choses, et de donner une bonne entrée en matière. Alors, ça ne sera pas ici. Ici, nous sommes accueillis de manière exceptionnelle. Et il se peut qu'on ait besoin de locaux. Donc, je lance un appel. Je lance un appel à tous ceux ou celles qui
pourrait nous trouver un espace pour accueillir 60-80 personnes un samedi matin. Je ne suis pas sûr qu'on en dispose encore très longtemps à Toulouse-Capitole, pour des raisons autres que je ne veux pas évoquer ici, mais qui risquent de se traduire par couper les robinets. Alors aujourd'hui, la séance, elle a déjà commencé. L'organisation pédagogique, vous la connaissez. Les supports de cours, ça, les supports de cours, les adhérents vont en disposer. Il y a une captation vidéo pour les gens qui ne sont pas là ou pour les gens qui voudraient revoir des éléments. Merci à Michael qui l'assume. Elle sera aussi disponible d'abord pour les adhérents, puis après ça rentrera dans le domaine public. Donc, important d'adhérer à l'association. Vous voyez, je me transforme en vendeur commercial, un commercial. Bon, alors, je me tourne vers Jean-Louis qui peut nous le dire avec un accent hispanique remarquable. Tu ne veux pas y aller, Jean-Louis? Oui. La parole. Oui. Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar. Voilà, bon. Ce mot-là pour dire que on marche et on fait le chemin en marchant. Non, c'est la suite. Bon, alors, ça c'était un peu sur notre vie collective. Maintenant, j'en viens à ce qui nous intéresse ici. Alors, encore une fois, j'ai choisi une entrée qui n'est pas théorique. J'ai choisi de mettre en perspective un peu les concepts à partir d'analogies, à partir de métaphores. Comment dire, on a tendance à considérer que le raisonnement analogique est un raisonnement qui n'est pas scientifique. On en revient de ça. L'analogie, c'est quelque chose de très puissant dans la création en fait, scientifique. Mais comme ça, moi j'assume l'analogie ici, notamment pour ses vertus pédagogiques. Alors je vais commencer par une célèbre image. Alors d'abord vous dire que ça n'est pas nécessairement un canular. Mais on ne peut pas exclure cette possibilité. Certains évoquent l'idée que, parce que c'est contemporain d'un usage du mot pipe qui concerne un autre domaine de la vie humaine et qui a valu quelques ennuis judiciaires à un dénommé Bill Clinton. Et on peut penser, c'est pas à exclure, qu'il avait ça en tête et qu'il rigole assez fortement en se disant que voilà, il y a des gens qui théorisent, mais que lui, il s'est moqué. Bon, on va laisser ça de côté, mais c'est pas mal. Elle est très célèbre, cette. Et je me souviens encore d'un étudiant qui me disait, mais c'est absurde. C'est absurde. C'est visiblement une pipe. Pourquoi il dit que ce n'est pas une pipe? Et effectivement, ce qu'essaye de pointer Magritte, c'est bien ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord cette distance, si vous voulez, entre le monde et notre manière de le désigner et de le penser. Hein? On peut dire que, vous voyez, je suis plié. C'est une vraie pipe. Enfin, vrai. C'est ce qu'on désigne généralement comme objet pipe. Je ne sais pas si c'est une pipe. On l'appelle comme ça. Pipe courbe. Elle est pleine de tabac parce que c'est le fond de mon truc. L'avantage de ces pipes-là, c'est que c'est léger. Ça tient bien en bouche. Pour ceux qui sont amateurs, ce que j'ai été. Bon. Alors,
La distance entre ça et ça, c'est une distance évidemment qu'il faut conceptualiser. Toujours. Et il n'est pas possible d'entrer, me semble-t-il, dans la pensée complexe si on n'a pas conscience et si on ne problématise pas très régulièrement cette distance-là. Ce n'est pas évident parce que, bon, c'est des choses qui sont bien connues, hein, mais nous sommes dans un rapport langagier au monde. On croit que le monde se donne avec une sorte d'évidence comme ça, mais la plupart du temps, le monde, on se le construit dans la tête avec le langage. Et on prend ça pour le monde lui-même. Et donc, prendre cette distance-là, c'est pour ça que moi je tiens beaucoup au terme de pensée complexe, plus que de complexité. Je peux utiliser complexité. Mais pensée complexe suppose une prise de conscience qu'on pense de cette manière-là. Et donc, on conçoit sa propre pensée. Tandis que la complexité, on peut l'attribuer au réel, d'accord, comme on y attribuerait d'autres caractéristiques, la simplicité, la complication, sans avoir nécessairement conscience des représentations que nous produisons à l'égard de ce réel, entre guillemets. Donc, pensée complexe est pour moi plus pertinent, correspond en tout cas plus à mon épistémologie et celle, je crois, de Morin, que le terme de complexité qui peut s'accommoder de posture ou de positionnement épistémologique, somme toute très classique, de type réalisme, comme Leonardo, dont je vous ai parlé à l'instant, a pu le montrer dans sa thèse. Il avait travaillé sur des gens qui se revendiquent des systèmes complexes, simulation sociale, système complexe, et il s'était rendu compte qu'à peu près un tiers d'entre eux pouvaient entrer dans une épistémologie constructiviste ou co-constructiviste, d'ailleurs assez proche de Morin, mais qu'il restait un tiers qui ne savait pas trop où il était, puis un tiers qui était franchement réaliste, voire positiviste, c'est-à-dire très éloigné de cette épistémologie qui me semble être une condition. Bon, c'est des débats compliqués, hein, mais je ne veux pas... voilà. Bon, c'est pas le seul, hein, c'est pas Magritte. Ça, c'est un bouquin très intéressant du Kordziski, très, très connu, une carte n'est pas le territoire. C'est la même idée. Une carte n'est pas le territoire, elle ne peut pas représenter la totalité du territoire, et nous dit Kordziski, en plus elle est autoréférentielle, autoréférente, puisqu'elle vous parle d'abord du langage. Enfin bref, retenez l'idée. Et puis, il y a Lulu. Ben, Lulu, c'est un philosophe d'ampleur. C'est notre chien. Et il aboie. Vous êtes surpris? Non. Mais le concept de chien n'aboie pas. C'est la même idée. Le concept de chien n'aboie pas. Or, nous sommes très souvent, ou le mot chien, mais dès qu'on dit le mot, il y a le concept qui vient. Donc on est dans la même idée là. C'est la question centrale des représentations. Alors, on peut utiliser beaucoup de mots pour parler de ça. Et je procède à des simplifications que les spécialistes jugeront abusives. Mais je veux pointer des choses qui me semblent essentielles. Parmi ces choses essentielles, je crois qu'il y a le plan des représentations et représenter, puisque le mot il est essentiel, c'est faire apparaître à l'esprit ou rendre sensible par le moyen du langage ou de tout autre système de signes. Faire apparaître à l'esprit, je peux m'en dispenser si j'ai ça, mais si je veux vous dire que Georges Brassens fumait la pipe, ben je suis obligé de convoquer et faire apparaître à votre esprit et rendre sensible cette dimension. Donc il y a ce plan-là dans lequel nous sommes plongés
Et il y a le plan de ce qu'elles sont censées, ces représentations, représenter. C'est-à-dire les objets, le monde, la réalité, sur laquelle on reviendra un petit peu dans la prochaine séance. J'ai mis ici la définition du petit Robert de la réalité, ce qui est réel, ce qui existe en fait. Bon, déjà ça c'est problématique. On aura à le discuter évidemment, mais vous voyez, la réalité du terrain, diable, la réalité du terrain. Il y a un peu cette idée-là, la réalité. Il y a quelque chose qui est là, qui est donné, qui est accessible et qu'on peut exprimer. Le problème, et on aura l'occasion de l'évoquer, c'est que nous sommes plongés dans ce monde-là. Et étant plongés dans ce monde-là, nous ne pouvons pas lui être extérieurs. Même si nous avons des techniques, même si nous nous cachons, nous utilisons des machines, nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons pas plongés dans le monde et que nos perceptions et nos interactions avec ce monde sont nécessaires à l'explication de ce monde, la perception de ce monde. Et donc on n'est jamais dans un rapport de pure objectivité, d'extériorité, comme le pense, je dirais, le scientifique lambda. Trop souvent. Alors, ce que j'en tire, moi, c'est que nous vivons dans un univers de symboles et de représentations que nous prenons souvent pour le monde lui-même. Et je dirais que cette prise de conscience-là, si vous voulez, s'interroger sur ses propres représentations, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans ce rapport, j'allais dire, de premier niveau, où j'ai l'impression de voir le monde, de le comprendre, mais savoir comment, en fait, je peux voir le monde, comment je vois le monde, comment je le comprends, c'est-à-dire s'interroger sur ses propres représentations, de mon point de vue, est la première condition pour entrer dans la pensée complexe. Évidemment, on implique le cerveau, mais derrière le cerveau, il faudra impliquer toute la société et tout le monde lui-même. Si on prend déjà conscience de ça, que nous avons tous des représentations, que, bon, certes, on peut faire du commun avec des représentations, produire des représentations communes, mais ça n'enlève pas la diversité de ces relations, de ces représentations, pardon, et que dès lors, eh bien, il faut accepter différents types de représentations. Et que, plutôt que de considérer que c'est nécessairement qu'il y a un seul type de représentation qui correspondrait à une forme de vérité, ce serait bien normal de la définir, la vérité. Eh bien, il y a des représentations qui ont des caractéristiques différentes, probablement des niveaux de légitimité différents, mais qui néanmoins expriment une diversité. En général, on clôt très très vite le débat en disant, voilà, c'est comme ça, c'est le propos de l'expert, c'est celui qui détient la vérité. Alors ça change aujourd'hui, évidemment, ça change un petit peu, mais pour ceux qui connaissent un peu EDF, par exemple, l'établissement, la construction des centrales nucléaires dans notre beau pays, c'était une décision purement technocratique. On informait le maire éventuellement de cette décision, mais lui et ses administrés, ils n'avaient rien à dire. Pourquoi? Parce que la science avait parlé. Et donc, il faut, on voit bien qu'il peut y avoir, il y a un usage social, économique, politique de la science.
Je ne réduis pas la science à ça, sûrement pas. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Alors, ces représentations, on a tous des représentations, elles sont singulières, et certaines peut-être plus singulières que d'autres. Je voudrais ici évoquer une anecdote qui se trouve dans ce livre. Un livre d'entretien, c'est intéressant, ce n'est pas une œuvre majeure, mais il y a des choses intéressantes. Entre Michel Cassé et Edgar Morin, Enfant du ciel, entre vide, lumière et matière. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, on est déjà dans un joli lieu, c'est le château Bechevel, dont Jean-Yves est un amateur, dans le Médoc. Et on a un dîner qui réunit plusieurs convives, dont Edgar Morin et l'astrophysicien Michel Cassé. Et évidemment, on parle de vin, et il y a un convive, parce que chacun dit un petit peu ce qu'il boit dans son vin, et un convive dit « Et vous, monsieur l'astrophysicien, que voyez-vous dans mon verre ?» Ce qui est intéressant, c'est la réponse de Michel Cassé. Bon, il est ici. Bon. C'est un homme sympathique, hein, il n'a pas l'air comme ça, mais il est sympathique. Il est gersois. Hein? Il aurait pu être audoin, mais il est gersois. C'est pas mal. Non. Alors, Michel Cassé, dans ce verre de château Bechevel, je vois des atomes d'hydrogène jaillis de l'explosion originelle. Et tout ça est vrai, hein? Ça y est. Des atomes d'oxygène exhalés par les étoiles. Il a un côté poétique, hein, Michel Cassé. D'ailleurs, il aime bien la poésie. Du carbone issu d'un soleil antérieur au nôtre. Je vois se dérouler la chaîne des macromolécules qui se sont assemblées sur la Terre primitive jusqu'à l'évolution biologique. Jusqu'à l'apparition de la vie et de l'humain. Je vois l'humanité méditerranéenne cultivant cette vigne. Les techniques de vinification se perfectionnaient. Bref, je vois dans mon verre toute l'histoire du cosmos, de la vie et de l'humanité. Ah, quand même. Vous allez regarder votre verre de vin différemment. On voit bien que ce qu'on appelle la complexité se trouve autant dans le regard de Michel Cassé que dans le monde lui-même, parce qu'il pourrait se dispenser de voir tout ça. Et probablement qu'il s'en dispense assez souvent. C'est probablement parce qu'on lui a posé cette question qu'il répond. Mais je veux dire que soyons attentifs à nos représentations, parce qu'il y a une grande dimension. Je veux dire, quand vous avez cette densité de représentation, le réel ou le monde devient enchanteur, puisque tout est motif en curiosité. Et s'il y a une caractéristique de quelqu'un comme Morin, c'est ça. C'est une curiosité permanente. À 102 ans, il est à l'affût de n'importe quelle nouveauté intellectuelle, de ce qui se passe dans la société, etc. Il faut se soucier, me semble-t-il, de nos représentations. C'est souvent une clé, les psychologues le savent. Hein, une thérapie
cognitives, par exemple, sont des exemples d'utilisation de ces représentations, mais de manière beaucoup plus large et moins finalisée. Si on veut rentrer dans la pensée complète, il faut avoir conscience de ça. C'est mon opinion. Alors, ensuite, vous avez des représentations collectives, parce que nous sommes, on aime bien se penser en termes individuels, et la modernité nous a installés là-dedans. On se pose beaucoup moins en termes collectifs. Ce n'est pas pour autant que le collectif a disparu. Ce n'est pas pour autant que le collectif a disparu. Alors, il y a des représentations collectives dont on n'a pas nécessairement conscience, et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut insister. On va partir de deux images. Je vais essayer de développer le raisonnement, je ne voudrais pas vous perdre au milieu. Ces deux images, la première c'est celle-là. Elle est déjà ancienne, hein, puisque ça date de 2011. C'est l'empreinte humaine. Mais moi j'aime bien cette représentation parce qu'elle montre combien l'empreinte humaine, alors qu'elle est ici grossièrement évaluée par une équation consistant à multiplier la population par la richesse évaluée en PIB et par la technologie évaluée en termes de nombre de brevets. Bon, c'est grossier, mais bon, c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est l'évolution. Regardez dans le coin 1900-1950. Je ne sais pas si vous voyez en l'espace d'une soixantaine d'années, c'est une évolution absolument stupéfiante. Bon, on a là quelque chose de massif dont on ne peut pas ignorer l'importance. Si on ne prend pas ça en compte, à mon avis, il y a quelque chose de l'ordre d'une irresponsabilité. Et alors la deuxième image, c'est celle-là. Une belle peinture de paysage, parmi les premières les plus célèbres. Début du XVIe siècle. Alors vous vous demandez quel est le rapport. Vous avez raison. Moi-même, je me suis posé la question. Eh bien, le rapport, moi, je le fais à travers, et c'est plutôt Philippe Descola qui le fait, je le reprends ici, en le tordant un peu, dans Les formes du visible, qui est le deuxième grand bouquin de Descola, il a consacré 15 ans d'écriture, qui fait suite à son premier bouquin très célèbre sur nature, par-delà nature et culture. Et en gros, il s'interroge sur le sens de la représentation picturale, de l'image, en essayant de chercher derrière l'image un système de représentation plus global, si vous voulez, qui caractériserait l'époque, qui serait important, hein, qui aurait des conséquences considérables. Je vais essayer d'expliquer ça. Alors, si on prend cette image, et je suis l'analyse de Descola, le paysage. Ben, le paysage, ça suppose un regard extérieur. Hein? Vous regardez le monde face à vous. Il y a donc une extériorité qui suppose une intériorité. Celui qui regarde, il a l'intériorité face à cette extériorité qui est donnée comme ça à voir. C'est relativement récent, ça, si on suit Descola. 16e, 17e. Et c'est occidental. Alors, si on grossit, si vous voulez, hein, j'ai grossi ces éléments-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a des êtres vivants qui sont représentés, probablement un âne,
Et puis les humains. Ce qui veut dire que dans cette représentation de paysage, on voit aussi des humains, c'est-à-dire qu'on les conçoit dans la continuité du monde, ils sont intégrés dans ce monde-là. Alors, je poursuis. Autre représentation, celle-là, qui est à peu près contemporaine, qui est le portrait. Et le portrait, pas n'importe quel portrait, ben déjà le portrait, ça suppose quoi? Ça suppose de mettre en valeur l'intériorité. Parce que derrière le visage, il y a cette idée d'intériorité. Et ici, cette idée d'intériorité, elle est soulignée par le rapport à l'écrit, ici, la lecture du livre, où c'est bien un travail, j'allais dire, en relation avec sa propre intériorité. Et à côté, vous voyez ici, ben, l'extériorité du paysage. Alors vous vous demandez où je veux en venir. Et là, je suis obligé de renvoyer au travail de Descola. Le travail très connu de Par-delà nature et culture. Descola nous dit, en fait, alors les ontologies, c'est un mot un peu compliqué pour dire comment on considère les êtres. Qui sont les êtres? D'accord? En gros, qui on va reconnaître comme véritablement des êtres. Il a un système de classification, je ne vais pas rentrer longtemps là-dedans, mais en gros, pour le dire de manière simple, il y a l'idée de est-ce que l'humain est à l'image en gros des autres êtres de la nature sur le plan de son physique, de sa biologie, et par ailleurs, qu'en est-il de son intériorité? En gros, est-ce qu'il ressemble aux animaux sur le plan de son extériorité, de son corps, etc. Et est-ce qu'il ressemble aux animaux, aux autres êtres vivants sur le plan de son intériorité? Et Descola nous dit que nous sommes là, nous, occidentaux. Nous sommes dans ce qu'il appelle le naturalisme. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est une dimension qui n'est pas présente chez Morin. Vous voyez que je peux être critique de la pensée morinienne. Il n'a pas tout vu, même s'il s'intéresse beaucoup au chamanisme. Mais il devrait mieux intégrer, à mon avis, le travail de Descola, que je trouve tout à fait passionnant. Alors le naturalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on se conçoit dans la continuité du monde vivant en termes de corps, de biologie. On appartient à ce monde. Mais en termes d'intériorité, il en va tout autrement. Notre intériorité humaine se singularise très profondément des autres animaux. C'est la conscience, c'est la raison, c'est l'émotion, etc. Donc, le naturalisme, c'est considérer que l'homme est dans une sorte de continuité biologique avec les autres êtres vivants, mais qu'il se distingue très fortement du point de vue de son intériorité. Son intériorité étant évidemment liée à la culture. Donc vous voyez là apparaître la grande dichotomie classique entre nature, la biologie, et la culture, l'intériorité humaine. Il en va tout autrement, par exemple, de l'animisme. Dans l'animisme, vous voyez, on est différent sur le plan du corps, des physicalités, de l'apparence, mais on est ressemblant entre humains et animaux sur le plan de l'intériorité. C'est-à-dire que pour des animistes, un animal, il a la même intériorité qu'un humain. Et oui. Et donc, si vous voulez, on ne tue pas à tour de bras. Vous voyez, on ne tue pas pour gagner de l'argent. On tue avec parcimonie quand c'est nécessaire pour se nourrir. Bon. Alors ça, c'est
l'expression du naturalisme. Et du naturalisme, on passe évidemment à l'anthropocentrisme, à cette position centrale de l'humain, comme en supériorité, en singularité, en supériorité par rapport au reste de la nature, qu'on pourrait appeler nature, disons. On va éviter le piège du mot, au reste des non-humains. Bon, Descartes, déjà, c'est bien connu, hein, l'humain comme maître et possesseur de la nature. La liaison que fait Descola, elle est nette, si vous voulez, il l'assume bien. C'est qu'entre ce naturalisme-là, vous voyez, c'est une ontologie, c'est une manière de considérer les êtres, humains et non humains. On pourrait se dire c'est très très loin de nos préoccupations. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ben, pour Descola, ça nous dit l'essentiel. Ben, ça justifie d'une certaine manière, philosophiquement et moralement, que les existants non humains deviennent des ressources pour les humains. Ils sont dépourvus d'intériorité. Ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'émotion. Ben, vous aplatissez tout ça, vous pouvez l'aplatir sur le registre de la ressource. Bon, c'est une idée qu'on a déjà chez Heidegger. Il parle plutôt de la technique. Il faudrait parler de la technique aussi. Quand on voit ça, on ne peut pas ne pas être troublé. Au moins. Ah, comment on peut... Il y a de la démagogie dans mon propos, mais quand même. Comment on peut tolérer, quoi? Quelque chose de l'ordre d'Auschwitz tous les jours par dizaines de milliers, de millions pour les animaux. Et sans compter les vies, toutes contraintes par des exigences de productivité, de rentabilité. Enfin, il y a quelque chose de terrible là-dedans, qui choquerait tous les peuples qui ont un autre rapport au monde non humain. Alors le lien, il est là. Le lien entre cette empreinte humaine et le naturalisme, pour Descola, il est dans ce rapport instrumental que l'homme s'autorise à l'égard de son environnement en vertu de sa supériorité ontologique. Donc on en était à cette mise en lien entre la peinture naturaliste, ou en tout cas qui illustre le naturalisme selon Descola, et au bout du compte, la situation dans laquelle nous sommes. Donc ça pose la question, évidemment, de réfléchir à l'ontologie implicite et même explicite quelquefois, qui fonde un petit peu notre rapport au monde et notamment au non-humain. Alors, bon, on ne peut pas passer sous silence le thème de la modernité, parce que ce thème de la modernité, il est central, y compris dans la manière dont nous pensons aujourd'hui. Et on pourrait dire que si on suit Descola, que la modernité est naturaliste. C'est même une des conditions de cette modernité. Hein, le cogito de Descartes, ben, il renvoie à une forme de rationalisme qui est centrale dans la modernité. Hein, Descartes dit je pense donc je suis, c'est donc la capacité rationnelle qui est mise en lumière, et vous savez ce qu'il en est de la critique qu'a pu faire Antonio Damasio dans l'erreur de Descartes, qui date déjà maintenant de presque 30 ans. En deux mots, Antonio Damasio a montré, et n'arrête pas de montrer, et la plupart des travaux de sciences cognitives vont dans ce sens, c'est qu'il n'y a pas de capacité rationnelle sans émotion. Alors que on différencie, on clive, moi tous les modèles de décision qu'on m'a appris, en économie ou en sociologie, ben,
sont des modèles rationnels. Ce qui est en soi déjà quelque chose de surprenant, hein, puisque ça fait très longtemps déjà qu'on sait que même avant Damasio, on avait des idées là-dessus, que c'était déraisonnable, ce dualisme-là. Alors, notre modernité, elle est quand même fondamentalement rationaliste. Et on est passé, pour le dire vite, et là je surfe sur des idées générales, mais c'est un peu l'exercice, on est un peu passé de la raison à la rationalisation, ou en tout cas à ce qu'on pourrait appeler la raison instrumentale. Il y a une raison qui s'impose de plus en plus et qui vous amène à négliger tout ce qu'elle occulte. Alors bon, très vite, hein, il y a évidemment les Lumières et la Révolution, ces figures centrales de la modernité que sont la raison et l'individu. L'individu. Je crois qu'on ne peut pas faire une critique aujourd'hui acceptable, suffisante, si on n'en vient pas à discuter cette catégorie de l'individu, telle qu'elle est pensée aujourd'hui. Et après la raison, vint la rationalisation à partir de la fin du XIXe siècle, mais même avant. Alors la rationalisation, c'est une thématique très importante, par exemple en sociologie, où Max Weber dit, alors je ne vais pas détailler la phrase de Weber, mais à mon avis, c'est une idée très importante. Il dit la modernité, c'est quoi? C'est la recherche permanente de l'efficacité, qui se substitue pratiquement à tout le reste. Hein, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, l'objectif, c'est renforcer, améliorer l'efficacité. Et il dit quelque chose en plus. Il dit, et à mon avis, c'est encore tout à fait pertinent, il dit, dans cette cage de fer, cette cage d'acier, au bout du compte, les individus ou les sociétés vont de plus en plus substituer les moyens aux fins. C'est-à-dire que les débats vont courir sur les moyens. On y est. On y est. L'affadissement de la politique, c'est quoi? L'aplatissement de la politique sur la gestion. On gère des moyens. Est-ce qu'on délibère sur les fins? Ça, c'est beaucoup plus problématique. Mais il y voyait une caractéristique centrale de la modernité. Et je pense que si on ne sort pas de ça, si on n'a pas suffisamment conscience de ça, eh bien là aussi, ça risque d'être difficile. Alors, illustrons un peu cette rationalisation. Oui, je vous raconte des histoires. Célèbre allégorie que vous devez connaître, ou en tout cas certains d'entre vous, qu'on doit à un sociologue russe qui émigrait aux États-Unis qui s'appelait Sorokin. Imaginons que vous soyez dans une belle campagne, que la lune éclaire faiblement la campagne environnante. Et vous êtes dans un univers urbain, sortir du travail ou sortir vous-même pour des loisirs, et vous empruntez les rues de la vieille ville pour vous rendre dans un haut lieu de la culture toulousaine. Puis vous traversez un parking mal éclairé. Et vous voyez un homme affairé à scruter le sol sous le lampadaire, sous le halo du lampadaire. Et vous êtes intrigué par son comportement. Et vous l'interpellez. Mais que cherchez-vous? Alors il vous répond sur le mode de l'évidence, mes clés. Et chacun a ses représentations, évidemment. Il cherche ses clés, donc c'est évident que c'est des clés qu'il cherche. Mais êtes-vous sûr de les avoir perdues là? Bien sûr que non. Mais là, il y a de la lumière. Ah. Et vous poursuivez votre périple vers ce haut lieu culturel de la vie toulousaine. Tout en vous demandant si vous aussi, vous ne vous contentez pas de chercher des clés sous la lumière des lampadaires.
Elle est très puissante, en fait, cette allégorie. Moi, je ne m'en lasse pas. Elle est très puissante parce qu'elle vous dit en des termes familiers, des termes, comment dire, accessibles, en fait, quelque chose de très profond. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on sait faire et on se contente très largement de ça. Or, aujourd'hui, on a peut-être besoin, moi je suis persuadé qu'on a besoin d'autre chose. Et en fait, moi je considère que la pensée complexe, c'est une bougie, c'est pas les lampadaires, vous voyez, comme dans les stades de sport où vous avez des milliers de watts là, qui éclairent comme al giorno. Non, c'est une modeste bougie. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut la balader en dehors du halo des lampadaires. Et quand c'est nécessaire. Parce que la pensée complexe, il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, de la mobiliser tout le temps. Sinon, la vie devient difficile. Hein? Mais il me semble que, dans certaines conditions, c'est peut-être pertinent de le faire. En tout cas, c'est ma conviction. Et je crois que nous sommes dans une époque où, collectivement, nous avons besoin de ce déplacement intellectuel, cognitif et je le dis, en moral. Alors oui, c'est nécessaire. Alors c'est une vieille image, mais on n'est pas encore sorti vraiment de cette conception, de cette image de l'organisation, ce modèle organisationnel des temps modernes. Alors, il y a quelques changements, mais au fond, moi je rencontre des tas de gens, managers ou chefs d'entreprise, qui peuvent avoir encore en tête qu'une organisation, ça ressemble à une machine. Et évidemment, c'est une profonde erreur. Ça explique en partie pourquoi on peut se comporter à l'égard d'organisations comme on se comporterait à l'égard de machines. Ce que montrent Chaplin et les grands artistes, c'est ça, ils expriment comme ça, de manière spectaculaire, des choses profondes. C'est qu'il n'y a pas de place pour l'homme. Dans la conception qu'on se fait des organisations comme machines, on a beau dire, on a beau parler de ressources humaines, et déjà le terme ressources, vous voyez bien qu'on est encore dans le naturalisme, hein, ce qui aurait profondément choqué Kant, évidemment. Comment peut-on concevoir les humains comme des ressources? Ça consiste à instrumentaliser les humains. Hein, bon. On a dans toutes les entreprises et ailleurs, dans ma belle université, des directeurs des ressources humaines. Bon, on ne s'étonne plus de ça. Un collègue spécialiste, en tout cas de sociologie clinique, utilise ce terme-là, il dit plutôt que de direction de gestion des ressources humaines, parlons de gestion humaine des ressources, ce qui change quand même la donne. Ben, ça, je pense que c'est une illustration dans le monde organisationnel de la rationalisation. C'est efficace, ou vraiment efficace. Non, ça ne marche plus comme ça, mais un peu quand même. Un peu quand même. Alors, la réduction du possible au probable, ça c'est aussi la même chose, alors sous des formes différentes, mais de grande ampleur. La réduction du possible au probable, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce que produit l'intelligence artificielle. En orientant de plus en plus nos comportements, pour autant qu'on accepte d'être orienté, hein, sur nos comportements antérieurs, on nous dit ce qui serait intéressant ou ce que nous devrions plus ou moins faire compte tenu de ce que nous avons fait, qui a été repéré. Ben, ça, c'est une mutation anthropologique qu'on pourrait qualifier de réduction du possible au probable. Mais ce n'est pas n'importe quel probable. C'est un probable consumériste, c'est un probable qui s'accommode fort bien d'une forme de conformisme, etc., etc.
On ne s'étonne plus de parler de marché du travail. Ben là aussi, marché du travail, ça devrait révolter tout le monde de parler de ça. Ça veut dire que le travail est un marché, relève d'un marché. Ça veut dire que le travail est une marchandise et que le salaire est un prix. Mais, vous voyez l'implicite derrière. Est-ce que le travail est une marchandise comme les autres? Est-ce que le salaire est un prix comme les autres? On accepte une vision du monde en parlant comme ça. C'est aussi le vocabulaire qu'il faut traquer, qu'il faut discuter avec des alternatives. Pourquoi marcher? C'est une création récente, le marché du travail. C'est l'État qui pousse d'ailleurs la création des marchés du travail. Ce n'est pas du tout un ordre spontané. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Bon. La ville devenue invivable, à force effectivement de rationaliser, en mettant d'un côté les productions, les activités, de l'autre les logements, on a créé avec une belle vision fonctionnaliste une ville absolument invivable. Songeons aux villes du Moyen-Âge, je ne vais pas faire c'était mieux avant, mais quand même, c'était des villes réellement mixtes sur le plan social. Hein? Et puis c'était des espaces urbains au sens de l'urbanité. Aujourd'hui, c'est plus du tout des espaces urbains. Comment on peut caractériser ces espaces-là? Souvent, on peut dire que ce sont des non-lieux. Bon, il y a des médecins dans la salle, je ne peux pas ne pas faire un petit couplet sur la médecine, parce qu'elle aussi a été rationalisée. Alors, quand on a la chance de trouver un médecin, et je salue les médecins qui sont ici présents, on a quand même quelquefois l'impression que le malade est un peu réduit à son organe malade, et qu'on oublie un peu la dimension globale de l'humain, de la personne. C'est un sentiment qui peut être partagé ici ou là. Mais ça participe de cette même rationalisation. L'éducation, fichtre l'éducation. Ah. Il y en a de la souffrance, quand même. Hein? Alors que, bon, l'éducation, ça devrait être... Alors, j'accable pas les enseignants, je suis moi-même, mon épouse le fut, et j'ai beaucoup de respect pour ce travail. C'est pas des personnes qui sont en cause, mais on voit bien ce qu'il en est. On a des structures éducatives, y compris en enseignement supérieur, qui sont là pour fournir la main-d'œuvre dont on a besoin. Il faut le dire comme ça. Et plus la main-d'œuvre est adaptée, et mieux c'est. Bon, le développement aveugle, je ne vais pas vous faire tout un topo là-dessus, sauf que je voudrais simplement signaler que, avec cette même idée de rationalisation, on a concentré notre problème sur la seule dimension climatique. Alors que sur les 9 limites planétaires, bon, j'allais dire une modélisation, une représentation comme une autre, mais qui est aujourd'hui plutôt admise, il y en a 6 qui sont dépassées, dont la limite climatique. Mais non, seul le climat nous intéresse. C'est étrange. Même segmentation, même impossibilité de relier, même impossibilité de remettre en cause de manière un peu plus approfondie ce qui se passe. Le pompon me semble être je le cite parce qu'il est en place, mais j'aurais pu en citer d'autres, le concept stupéfiant de sobriété compétitive. Alors je voudrais me référer
au grand philosophe Pierre Dac, qui est bien méconnu des jeunes gens ici présents, ils ont tort car il fut un grand philosophe. Mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Eh ben, on est un peu dans le changer le pansement. Et on aurait peut-être plus besoin de penser le changement. Changer le pansement, c'est le concept, de mon point de vue, de transition. Vous savez, l'idée qu'un ancien président de la République avait promu en termes de slogan, c'est le changement dans la continuité. Ah ben, vous l'avez, le changement dans la continuité, dans l'économie ou la croissance verte, dans le solutionnisme technologique, dans la décarbonation, et j'en passe des meilleurs. Bon, bref, en gros, c'est ce qu'on nous propose. Une sorte de politique des petits pas face à une urgence considérable. Donc, métamorphose, pourquoi? Parce que ça correspond plus, évidemment, à cette idée de penser le changement, pas simplement le penser, mais ici on aborde un peu la dimension cognitive, mais le promouvoir, c'est plus exigeant, on ne sait pas très bien où on va, ça fait très peur, parce qu'il y a de l'ambiguïté, et vous savez qu'on n'aime pas l'ambiguïté, on aime bien la certitude, on aime bien prévoir, et c'est dans l'esprit humain, ça. Donc ça fait... et puis on manque singulièrement d'imagination, parce qu'on regarde sous le halo des lampadaires. Et que ceux qui mettent un petit peu les mains en dehors, hop, vous avez la réaction immédiate, la stigmatisation, etc. Donc penser différemment me semble être une nécessité aujourd'hui si on veut promouvoir une transformation systémique profonde. Encore une fois, c'est un souhait, c'est une perspective, c'est pas... Alors on va parler avec Edgar Morin de métamorphose, hein, c'est ça qui nous réunit ici. Et la pensée complexe peut nous aider, me semble-t-il, à cheminer vers ça. On a eu la chance de le voir chez Jean-Louis Pouittès, c'est quand? C'est lundi soir. Il est encore dans une forme, pour 102 ans, absolument exceptionnelle, mais il faut dire qu'il était bien soigné, chouchouté, câliné, appelé papa. Hein? Bon. C'est lui qui m'appelle papa. Oui, je sais. Ce qui est étrange. Bon, alors on va un peu parler d'Edgar et surtout de son œuvre, puisque c'est une ressource pour la métamorphose. Bon, c'est une œuvre d'une abondance exceptionnelle, une nature protéiforme, c'est vraiment très... Et on peut dire que c'est une œuvre au rayonnement mondial. Alors il a un peu un tropisme latin, ce rayonnement. Hein, il pousse plutôt vers la latinité, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe, et un peu moins vers le monde anglo-saxon, mais limite on peut le comprendre. Alors évidemment, quand on parle de pensée complexe, on parle de ça, la méthode. Alors la méthode, c'est la méthode. C'est 30 ans de rédaction, c'est 6 tomes, plus de 2000 pages, et c'est ce qu'on pourrait appeler un livre-monde. Hein, un livre-monde. Et c'est de cela dont on va parler, évidemment, dans cette présentation de la pensée complexe, durant toutes les heures que vous nous accorderez pour ça. Alors, les 6 tomes de la méthode, le premier, c'est la nature de la nature, et le retour, la vie de la vie, la connaissance de la connaissance, les idées, l'identité humaine, et ça finit par éthique, non pas comme un aspect secondaire, mais au contraire comme quelque chose qui structure l'ensemble. Et si, pour ceux qui n'ont pas, qui ont le bonheur de pouvoir découvrir cette œuvre, ce qui n'est plus le cas pour moi,
je conseille, à titre personnel, de commencer par le dernier. Qui, me semble-t-il, est très accessible. Les autres aussi, hein, sauf peut-être les 3 premiers qui sont un peu plus difficiles. Mais bon, c'est toujours considérable, ça fait peur et on peut le comprendre. Mais le dernier, en plus, il est obligé de positionner un peu tout son corpus théorique, ce qui fait que ça fait une sorte de synthèse. Et moi, je recommande ça. Alors, on va un peu s'interroger, et pour le temps qui nous reste, ah ben c'est déjà fini. Hein. Qu'est-ce qu'on sait? On peut aller jusqu'à la demi, mais après il n'y a plus de questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je continue. Alors, les origines de la méthode. Je vais aller vite parce que sur tout ça, il y a une réflexion qu'on peut avoir qui intéresse les spécialistes, mais je vais donner des choses un peu centrales et sans rentrer dans un détail trop profond. On peut dire Morin et sa pensée, c'est une certaine indiscipline scientifique. Il est indiscipliné dans le sens où il n'entre dans aucune discipline véritablement. Ce qui a fait sa difficulté d'ailleurs. Moi j'étais en sociologie, mais on me disait mais Morin il n'est pas sociologue. Effectivement, il n'est pas sociologue. Il n'est pas biologiste non plus, il n'est pas physicien non plus. Mais néanmoins, il parle un peu de tout ça. Et tout ce qu'il dit peut être réinvesti à l'intérieur de cette discipline. Donc une certaine indiscipline, d'ailleurs, qu'il revendique. Hein. Il dit qu'il même ça a été une condition de la production de sa pensée. Et ici, j'avais connu une sorte d'imprinting disciplinaire, je n'aurais pas fait la pensée complexe. Une pratique de la réflexivité, le retour sur soi. Il l'a pratiqué, je dirais, depuis quasiment le départ de son aventure intellectuelle. Et puis, il y a un cheminement intellectuel qu'on va essayer de baliser rapidement. Alors, une certaine indiscipline scientifique, j'aime bien cette représentation parce que ça nous renvoie aussi à ce très bel urbanisme des années 60. On se donnait à avoir une conception rationnelle, économe et efficace de l'habitat. Eh bien, le monde scientifique, c'est un peu ça, vous voyez. On commence au rez-de-chaussée, puis on monte. Et puis quand vous avez monté 7, 8, 9, 10 étages, alors là, vous accédez à une reconnaissance institutionnelle, ou en tout cas académique. Et puis ensuite, vous pouvez encore gravir les étages, etc. Vous n'en finissez plus, mais vous êtes toujours sur la même ligne. Vous voyez ? Vous savez tout sur presque rien. C'est un peu excessif, mais il y a de ça. Parce qu'en plus, à l'intérieur de votre cage d'escalier, il y a des tas de fractionnements. Hein? Et évidemment, Morin, il est plutôt là-dedans. Il est plutôt dans l'horizontalité. Donc, il n'est pas sérieux. Vous comprenez ? Alors, il y a très tôt chez lui la volonté de relier les connaissances. D'abord, sur des phénomènes donnés, et puis ensuite, ça débouchera sur la méthode. Alors, des phénomènes donnés, non, ça c'est la réflexivité, non, c'est pas ça non plus. Non, bon, je n'ai pas les illustrations que je voulais. C'est là, si vous voulez, c'est par exemple son premier grand livre qui demeure, un livre qui est lu, bien que datant de 1951, L'homme et la mort. Bon, ben l'homme et la mort, vous ne pouvez pas classer ça dans une discipline. Je veux dire, il balaye toute une série de disciplines, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce bouquin. Il prend la mort dans toutes ses dimensions. Mais il va faire une analyse un peu similaire du cinéma. Cinéma ou l'homme imaginaire, ça va être ces deux thèmes. Au départ, quand il est sociologue.
il est sociologue par hasard. Hein. Ah. Ah, vous êtes dur. Hein. Ça va mieux? Oui, je ne sais plus, là, vous m'avez coupé, je ne sais plus ce que je disais. Oui, sociologue par hasard. Il connaissait Friedman, qui était un sociologue du travail, qu'il avait rencontré dans la Résistance, qui était communiste, et c'est grâce à Friedman qu'il est rentré au CNRS. Et si je vous disais qu'il est rentré au CNRS avec une licence, 3 licences, en droit, qu'il a commencé chez nous, là-bas, en histoire et, me semble-t-il, en géographie. Bon. Essayez aujourd'hui d'entrer au CNRS avec une licence, ou même 3 licences. Vous verrez comment vous serez reçu. Bon, on peut se dire, c'est pas sérieux. Vous voyez, il n'y a même pas le profil académique. Mais c'est sans doute parce qu'il n'a pas ce profil académique qu'il a pu produire sa pensée. Oui, il y a beaucoup de gens qui, grâce ou à cause, ça dépend comment on considère les choses, de leur activité résistante, ont pu accéder à des positions, si vous voulez. Il y a des gens qui sont devenus agrégés sans jamais avoir passé l'agrégation, ou énarques sans avoir jamais fait l'énarque, et pour fait de résistance. Et somme toute, moi je ne suis pas choqué par ça, ça ne me pose pas vraiment de problème. Alors, ensuite, cette pratique de la réflexivité, elle est très singulière chez lui. Et sans doute ça a participé aux yeux des pisse-vinaigres qui voyaient en Morin un Hubert-Lu, c'est ce retour sur soi, certains pourraient croire que c'est une sorte d'exhibitionnisme, de narcissisme, mais non. C'est au contraire éclairé par la vie, témoigner de sa vie, son œuvre. Et inversement d'ailleurs. Parce que c'est comment dire, une platitude absolue de dire que la vie et l'œuvre sont intriquées, mais chez Morin, c'est une évidence flagrante. Il le dit lui-même. Bon, cette réflexivité, on la trouve dans Autocritique, qui est un bouquin qui demeure un bouquin important, où il témoigne de son engagement, pourquoi il s'est engagé, et surtout, comment il s'est aveuglé, ce qu'il considère être un aveuglement, dans son appartenance au Parti communiste. De quelle année? Hein? De quelle année? 59. Mais il est exclu du Parti communiste dès 1950. Il est exclu. Ça va lui prendre du temps. Il était branlé aussi par ça, parce que c'était parmi les idéaux de sa jeunesse combattante. Mais il revient là-dessus avec une lucidité absolument, moi je trouve rare. Lisez Autocritique, vous verrez quelqu'un qui dit, voilà, pourquoi, et sans complaisance à son égard. C'est vraiment un regard. Alors ceci dit, il n'a pas abandonné l'idéal fraternitaire communiste. En termes de perspective, etc., c'est toujours des choses qui lui parlent, ça. Il chante régulièrement les chants révolutionnaires, etc. Donc mais la machine communiste, le soviétisme, etc., évidemment non. Et puis il y a tous ces ouvrages, ces journaux. À mon avis, les 2 plus intéressants sont Le Vif du sujet et Le Journal de Californie, où là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a déjà l'idée de la méthode qui surgit, on voit apparaître. Et puis, dans le Journal de Californie, il va témoigner d'un certain nombre de découvertes qui vont lui faire un pas considérable. Je pense que sans ces découvertes-là, il aurait eu du mal.
Alors, un petit conseil, outre l'excellent livre de Jean-Yves Rossignol que j'ai signalé tout à l'heure, moi, je vous conseille, si vous voulez rentrer dans la pensée de manière, comment dire, assez agréable, Médémon, c'est un bon livre. C'est une sorte d'autobiographie intellectuelle où à la fois vous voyez sa vie, qui a quand même été une vie pas tout à fait, j'allais dire, banale, hein, et en même temps sa pensée. Ça se lit bien. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, le bouquin, à mon avis, le mieux fait là-dessus, c'est celui de Robin Fortin qui s'intitule Penser avec Edgar Morin, lire la méthode. Il est un peu dense, mais il vous donne en 250 pages des clés de lecture sur les 2000 pages de la méthode. Alors, son cheminement intellectuel. Bon, il y a l'empreinte du marxisme, c'est clair, ce sont ses jeunes années. Maintenant, il dit il faut provincialiser Marx. C'est-à-dire ne pas l'occulter. Ne pas l'occulter. Il a une dette, si vous voulez, à l'égard de Marx, mais ne pas faire la référence centrale qui expliquerait tout le nom. Il dit provincialiser. Alors, il y a un dépassement du marxisme hein, chez Morin, notamment dans, selon lui, l'incapacité de Marx à penser véritablement le symbolique, à penser la dimension, on va dire, psychique, psychologique, intérieure même des individus. Ça, c'est quelque chose, cette idée que tout serait déterminé en dernière instance par, en gros, l'activité économique et les formes de l'activité économique, c'est quelque chose à quoi Morin ne souscrit pas. Il ne peut pas souscrire. C'est une conception trop déterministe, si vous voulez, de l'histoire. Mais néanmoins, il est redevable à Marx, et moi je partage ce point de vue, de l'idée d'intégrer, si vous voulez, différentes dimensions dans un modèle un peu général. Hein, ce qui permet d'échapper classiquement à la partialisation des disciplines. Bon, les sciences anthroposociales, il les connaît assez bien. Et comme il est sociologue, il n'a pas de passion vraiment pour les pères fondateurs de la sociologie. En ce sens que c'est un sociologue, mais un sociologue un peu curieux, un peu étrange. Hein, il y a des choses qui séparent en sociologie, ça peut paraître surprenant. Mais comme toujours avec Morin, si vous voulez, il saisit toujours l'essentiel. C'est assez spectaculaire. Ah, il ne comprend rien en mathématiques, mais le sens d'une découverte, il le comprend. Alors il y a des gens qui l'aident. Hein. Il y a des gens qui l'aident. Il y a Étienne Klein en physique, il y avait, je ne sais plus son prénom, Vidal en biologie et d'autres. Il a comme ça, il avait, maintenant c'est un peu moins le cas, mais il avait un ensemble de personnes qui étaient chacune des spécialistes et avec lesquelles il discutait des découvertes les plus récentes. Mais moi je l'ai vu débattre d'égal à égal avec des mathématiciens, et puis de mathématiques, ou de physique, ou de biologie avec des biologistes. C'est en ce sens, si vous voulez, que c'est... voilà, il est capable de saisir le sens profond des choses. Alors ça, c'est spectaculaire. Bon, la réflexion épistémologique, il est évidemment très attaché. Il parle souvent de dîme épistémologique en disant on devrait enseigner 10%, dans 10% des cours d'épistémologie à tous les niveaux de l'enseignement supérieur et quelles que soient les disciplines. Vous voyez un petit peu comme on est loin du compte. Hein, il y a des cursus où il y a
je dirais une majorité de cursus ou l'épistémologie, ça n'existe pas, oui, effectivement, ça n'existe pas. On avait proposé ici, dans une vie antérieure, quand je fréquentais des économistes, on avait proposé de faire des cours d'épistémologie. La réaction, c'était considérable. On nous avait, oh, attendez, mais ils font de la recherche, puisqu'ils ont besoin de ce truc-là. Ben justement, pour une recherche éclairée, peut-être qu'il faut s'interroger à qu'est-ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que la connaissance. Sinon, on est dans le lampadaire, hein. On n'en sort pas. On a des beaux modèles, ça c'est clair, et c'est toujours le lampadaire. Et puis, ce qui est curieux chez Morin, c'est ce que je vous disais, et ça en fait quelqu'un issu des sciences sociales avec un profil tout à fait particulier, c'est qu'il est connaisseur des sciences de la matière et du vivant du XXe siècle. Et même du XIXe, puisque la thermodynamique ne lui est pas du tout inconnue, la physique quantique, la cosmologie, la biologie, etc. Bon, ça c'est très particulier. Très particulier. Il y a très peu de personnes qui sont capables, si vous voulez, d'avoir cette envergure de connaissances. Et à cela, si vous voulez, ça sont ajoutées, j'aurais pu en citer d'autres, hein, mais deux matrices un peu synthétiques. C'est la pensée systémique et c'est la paléoanthropologie. La pensée systémique, il la découvre aux États-Unis. Quand il passe un an au Salk Institute, dirigé par Watson et Crick, les découvreurs de l'ADN, il va découvrir la biologie. Mais en même temps, aux États-Unis, il va découvrir des auteurs qu'il ignorait totalement. C'est des auteurs qui sont les auteurs fondateurs, pour ceux qui ont continué le travail de la pensée qui part initialement de la cybernétique dans les années 30, 40, et puis la cybernétique de deuxième génération, la systémique. Tout ça, il était complètement ignorant parce que c'était plutôt un monde d'ingénieurs. Un monde d'ingénieurs sur, que ce soit Wiener, Shannon, sur l'information, etc., qui ont participé un peu à tout ça. C'était un monde d'ingénieurs et il n'était pas familier du tout de ça. Aux États-Unis, il va découvrir ça. Et puis, comme toujours, il va découvrir le sens profond, ce qu'il peut en tirer. Non pas un spécialiste, mais il retient la quintessence, si vous voulez. Alors, il va faire, et il a une... Alors, si vous voulez rentrer aussi dans la pensée complexe, ça, c'est un hommage aussi à Jean-Louis Lemoine, c'est sorti de la modélisation des systèmes complexes. Les étudiants connaissent ça, ils savent que c'est un peu obsessionnel chez moi. C'est les deux registres de modélisation, la modélisation analytique à laquelle on est plus ou moins formaté, et la modélisation systémique. Alors ça apparaît comme étant relativement évident, mais c'est beaucoup moins évident qu'on ne le croit. Si on utilise beaucoup le terme de système, ce n'est pas pour autant qu'on pense en termes systémiques. Or, je pense que la découverte, si vous voulez, de cette pensée est décisive chez Morin. Il a l'intuition de produire une œuvre, produire quelque chose qui permette de dépasser, ou qui offre une perspective de dépassement des disciplines, mais il lui manque quelque chose comme une méthode, comme des outils, comme des prédécesseurs, etc. Il a une très grande admiration. Hein. Chez Jean-Louis, il répondait en entretien pour l'hommage à Jean-Louis Lemoine, et il a cité encore une fois, mais ce n'est pas la première fois, cet homme-là, il l'a qualifié de géant. C'est Heinz von Forster. Lui, véritablement, a beaucoup apporté à Morin, notamment avec cette idée des observing systems,
Hein, c'est-à-dire cette idée que toute description est la description d'un observateur. Bon, quelque chose que Morin a parfaitement intégré, de la même manière qu'il a intégré les apports de la cybernétique, qu'on voit généralement comme essentiellement techniques, un peu rébarbatifs, on voit les automatismes, tout ça. Et lui dit, attention, ça c'est trivial. Moi, la cybernétique, elle m'a intéressé parce que c'était le début. On pouvait envisager de penser, ça correspondait à une manière de penser l'autonomie. Et là, vous inversez un petit peu la perspective, en tout cas, vous l'élargissez. Alors, le projet de la méthode, et c'est peut-être là-dessus que je vous propose de conclure, le projet de la méthode, moi, je l'ai trouvé le mieux synthétisé par Morin lui-même dans la nouvelle préface, la préface qu'il a écrite en 2008 pour la réédition de la méthode dans la collection Opus du Seuil. Très belle préface. Ce n'est pas toujours le cas. Là, c'est vraiment une très belle préface. Et il a cette phrase. Nous avons besoin d'une méthode de connaissance qui traduise la complexité du réel. On peut discuter, hein, mais bon, traduise la complexité du réel. Reconnaissent l'existence des êtres. Ah, reconnaissent l'existence des êtres. Et, de manière plus surprenante encore, mais pas pour ceux qui le connaissent, approche le mystère des choses. Approche le mystère des choses. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de développer avec Jean-Yves, avec Léo, à notre manière chacun, c'est de vous faire entrer dans cette méthode de connaissance. Merci beaucoup.